Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité pour vous parler du massacre des chrétiens en Afrique et principalement dans les pays qui se trouvent au niveau de cette zone sahélienne. Alors, je fais cet article suite à une intervention de Donald Trump qui menace d'intervenir militairement au Nigeria. Et on voyait le président du Nigeria qui rejetait les accusations de persécution des chrétiens. Alors, je vous lis un peu l'article. J'aurais pu prendre cet article, qui est un article qui vient de Afrique, je crois. Je ne sais pas. C'est un journal internet local, africain. Donc, j'aurais pu en prendre un autre. Et je vous lis un peu ce qui est dit. Selon les données disponibles, 1923 attaques ont été perpétuées contre des cibles civiles au Nigeria cette année, dont seulement 50 étaient directement liées à l'identité chrétienne. Le président américain Donald Trump a menacé d'une intervention militaire au Nigeria, invoquant les attaques contre les chrétiens. Une déclaration qui a suscité de vives réactions dans ce pays, où les violences terroristes touchent également les musulmans, qui représentent environ la moitié de la population. Si le gouvernement nigérian continue à permettre le massacre des chrétiens, Washington suspendra immédiatement toute aide et assistance à ce pays d'Afrique de l'Ouest, a écrit Trump samedi sur la plateforme sociale de la société X basée aux États-Unis, évoquant une possible intervention, les armes à la main. Je demande à notre ministère de la guerre de se préparer à une éventuelle intervention. Si nous attaquons, ce sera rapide, violent et efficace contre tous les terroristes qui attaquent nos chers chrétiens, a-t-il ajouté. Alors c'est bien sûr un effet pour paraître viril et défendre les chrétiens. Vous allez voir que c'est une erreur de Trump d'ailleurs que j'apprécie fortement sur de nombreux domaines, mais là il y a une erreur, puisque vous allez comprendre, ce n'est pas une guerre contre les chrétiens, ça va beaucoup plus loin, et je fais cette vidéo pour que vous compreniez la base de tous ces problèmes qu'on a dans cette zone sahélienne et qui sont effectivement des problèmes entre tribus chrétiennes, souvent, et tribus musulmanes, mais qui n'ont pas comme base la religion, loin de là, et vous allez comprendre. Voilà. Alors, en réponse, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a déclaré dans un message publié sur la plateforme sociale de la société X basée aux États-Unis, que ses propos ignoraient les efforts constants et sincères de son gouvernement pour protéger la liberté de religion et les croyances de tous les Nigérians. Le Nigeria s'oppose à la persécution religieuse et ne l'encourage pas. Le Nigeria est un pays qui offre des garanties constitutionnelles pour protéger les citoyens de toute confession, a affirmé Tinubu. Alors le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique avec 220 millions d'habitants. Vous imaginez ce que c'est. Le Nigeria est partagé entre deux principales religions, l'islam et le christianisme. Les musulmans sont majoritairement concentrés dans le nord, tandis que les chrétiens vivent surtout dans le sud et le centre du pays. Vous allez comprendre pourquoi. C'est des raisons biologiques et des raisons climatiques qui sont très simples à comprendre quand on essaye de sortir de l'émotionnel et du religieux pur et dur sans comprendre l'essence même de la religion et comment elle se forme et quelle personne va prendre la religion musulmane ou la religion chrétienne. Vous allez voir, c'est complètement différent et ce sont les religions qui sont des émanations, en fin de compte, de la biologie. Ce sont des comportements et des croyances qui s'adaptent à des hommes, qui eux-mêmes s'adaptent à des milieux, vous allez comprendre. Alors, je reste là. Et maintenant, je vais vous parler un peu de ces zones de conflit qui se trouvent sur toute cette bande sahélienne qui traverse en partie l'Afrique. Donc cette bande entre le Sahara et l'Afrique tropicale humide, il y a une zone intermédiaire où on peut faire des pâturages pour le bétail et où il y a aussi des agriculteurs. Et comme tout le monde le sait, éleveurs, pasteurs
et agriculteurs, ça ne va pas bien ensemble. Ce sont des conflits d'intérêts entre des peuples, ce sont des tribus, qui sont des tribus de pasteurs, qui sont mobiles et qui se déplacent, et des tribus d'agriculteurs qui sont des tribus différentes, alors souvent avec des langages différents. Alors ils arrivent à se comprendre parce qu'ils sont multilangues souvent, l'Afrique c'est comme ça, mais qui voient bien sûr le pasteur comme un problème puisqu'il vient ravager votre territoire, et l'agriculteur, lui, a tendance à bloquer ses champs pour éviter des problèmes, et les autres ont tendance à comprendre le milieu, donc les pasteurs, par rapport aux agriculteurs, comme un milieu libre qui appartient à tout le monde à partir du moment où on fait des règles et où on se fait craindre les uns les autres, parce que en général, on garde ce territoire, on est très mobile, mais on n'est pas attaché à un lieu précis quand on est pasteur. On a des transhumances, alors c'est pas vraiment une transhumance comme en Europe, c'est pas tout à fait le même genre de vie pastorale, mais on se déplace sur de vastes espaces avec ces animaux, on est plus mobile, et on va gêner les agriculteurs qui, eux, sont très attachés à leurs terres, qui font fructifier, et ça pose toujours des problèmes. Alors, je vais vous parler maintenant des conflits entre éleveurs et entre agriculteurs, et pourquoi ces conflits, qui sont en vérité des conflits tribaux, pour deux modes de vie différents qui s'affrontent et qui ont des intérêts différents les uns avec les autres et qui se gênent dans leur façon d'exploiter le territoire. Réellement, ce sont des conflits énergétiques. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi une religion va s'imposer chez les uns et une autre chez les autres. Et vous allez comprendre, c'est assez simple. Et ça va vous sortir de la bêtise de dire ce sont des conflits religieux entre des vilains musulmans et des gentils chrétiens, ou des gentils chrétiens et des vilains musulmans. Et vous allez comprendre ce qu'il y a dessous et quels sont les principes énergétiques et les principes économiques qui règlent tout ça, et pourquoi une religion s'adapte à un peuple et un mode de vie, et une autre à un autre. Vous allez comprendre, tout ça, c'est très animal, c'est très automatique, c'est très fonctionnel, et ça peut créer des frictions. Alors les conflits entre éleveurs, alors je me suis aidé de mon ami virtuel ChatGPT, mais je lui ai absolument pas demandé, il faut faire très attention, parle-moi de ces conflits. Je l'ai orienté, bien sûr, pour me faciliter la tâche et qu'elle me sorte toutes les sources, open source du net. Alors, les conflits entre éleveurs et agriculteurs au Nigeria sont très similaires, car ils partagent la même zone climatique, le Sahel, les mêmes populations ethniques frontalières, notamment les Peuls, Fulani, et les mêmes dynamiques économiques et écologiques. Voici un tableau comparatif, je vous mets, pour bien voir les parallèles. Alors, les facteurs, alors les groupes en présence. Alors, au Niger, éleveurs, Peuls, Fulani, majoritairement musulmans, et les autres, agriculteurs, Zarma, Ossa, parfois chrétiens. Alors, ils ne sont pas que chrétiens, mais ils sont parfois chrétiens. Vous allez comprendre pourquoi ces religions, la religion musulmane, elle va s'adapter aux éleveurs et aux pasteurs. Cause principale, on vous parle du Niger. Conflits fonciers, rareté de l'eau et des pâturages. Dimension religieuse secondaire, souvent identitaire. Région concernée, Tillabéri, Tawa, Maradi, Difa. Présence d'armes et de milices, bandits armés, parfois groupes liés à l'État islamique du Grand Sahara. Intervention de l'État, souvent limitée, surtout en zone rurale. Et l'État n'arrive pas à gérer. Nigeria. Éleveurs Peuls, Fulani, musulmans. Problème avec les agriculteurs Tiv, Bérom, Idoma, Igbo, etc., souvent chrétiens. Cause principale, conflits fonciers et crise écologique aggravée par la désertification. On a un problème aussi de réchauffement climatique, mais on va dire de changement climatique. Les hommes s'adaptent, bien sûr. Dimension religieuse au Nigeria, plus marquée dans certaines régions du centre et du sud du Nigeria. Régions concernées au Nigeria, c'est Middle Belt, plateau Benue, Kaduna, Nasarawa, vous irez voir, c'est pas ma spécialité non plus, nord-ouest. Il faut simplifier, bien sûr. Présence d'armes et de milices d'autodéfense
groupe armé Fulani et milices chrétiennes locales. Donc on a des affrontements entre chrétiens et Fulani, qui sont des pasteurs musulmans, et ça fait mal. Intervention de l'État, nombreuses opérations, mais efficacité variable. Alors, on va continuer un peu. Alors, point commun essentiel de ces problèmes, c'est une même base écologique. Le réchauffement climatique pousse les éleveurs du Sud là où les terres sont déjà occupées par les agriculteurs. La saison des pluies plus courte et la désertification accentuent la compétition. Même structure sociale. Les Peuls, Fulani, forment une vaste communauté transnationale. Ils vivent au Mali, au Niger, au Nigeria, au Tchad et au Cameroun. Les frontières modernes, héritées de la colonisation, coupent leur route traditionnelle de transhumance. Eh bien oui, ces problèmes, ils bougent. Et quand ils bougent, ils vont, à ce moment-là, chez les agriculteurs, qui, eux, s'occupent de pâturages qui sont pas, qui sont des fois qui sont pas utilisés par les pasteurs, et les pasteurs se retrouvent avec des agriculteurs sur des zones qu'ils avaient laissées en pâturage et qu'ils considéraient comme les leurs, puisque eux vivent sans un territoire, une propriété à exploiter, comme l'agriculteur, qui ne veut pas qu'on vienne lui bousiller les végétaux qu'il a plantés, qu'il récolte et qu'il entretient. Alors, même instrumentalisation politique. Certains dirigeants locaux exploitent ces tensions pour gagner le soutien de leur communauté ou pour affaiblir leurs rivaux. C'est toujours comme ça, pour pouvoir avoir le pouvoir. On s'appuie sur des groupes. Des groupes djihadistes, au Nigeria et au Niger, essaient de régionaliser le conflit pour recruter des combattants. Alors, tentative, ils sont souvent en plus associés aux pasteurs. Et en même temps, pour les groupes islamiste, c'est un moyen pour des jeunes et des moins jeunes, un peu désœuvrés, de prendre le pouvoir et d'avoir une fonction de protection de leur peuple. L'islam vient, bien sûr, après, et après on prend plaisir aussi au vol et au pillage. C'est le problème de toutes ces choses-là. Tentative de solutions communes, programmes régionaux, comme le projet de gestion durable du pastoralisme au Sahel, vous voyez, c'est vraiment un problème à la base de conflit économique entre deux structures, agriculteurs et pasteurs qui ne vivent pas du tout de la même façon et qui rentrent en conflit et qui ont deux religions différentes qui s'adaptent les unes aux pasteurs et les autres aux agriculteurs. Alors, soutenu par la Banque mondiale, qui finance la cartographie des pistes de transhumance et la médiation entre communautés. Comité mixte d'agriculteurs et de pasteurs, parrainé par l'Union africaine et la CEDEAO et l'IGAD. Initiatives locales, des médiations par des chefs traditionnels, des leaders religieux et des ONG comme Church for Common Group ou CAR, Nigeria. Alors même environnement, même peuple, même cause profonde, on voit que, et même problème religieux, entre deux religions qui s'adaptent, on voit qu'il y a un problème. Alors maintenant, je vais continuer à vous parler de ça. Quel est le problème? Pourquoi les pasteurs sont-ils musulmans et pourquoi les agriculteurs sont-ils chrétiens? Pourquoi une religion s'est imposée dans un coin et une autre dans l'autre? Alors on peut dire qu'il y a la colonisation européenne s'est faite par la mer, bien sûr, et les types qui sont venus pour exploiter l'Afrique, c'était pas pour apporter la bonne parole chrétienne à la base, c'était pour exploiter les ressources locales à l'époque du colonialisme. Il n'y a pas à juger, ce sont des extensions de pays qui sont en démographie et en explosion démographique et une explosion économique aussi due au progrès technologique, aux énergies nouvelles qui ont besoin de s'étendre pour amener de l'énergie, pour amener des ressources et pour s'ouvrir et augmenter leur territoire économique et leur territoire calorique, si vous voulez. Donc la colonisation s'est faite par les mers, par des bateaux, avec l'Europe, les Européens qui sont allés et qui sont venus avec leur religion et qui ont apporté leur religion pour pacifier,
qu'il y avait peu d'Africains à l'époque, mais pour éduquer à leur propre morale chrétienne les peuples d'Afrique pour les mettre quelque part dans leur poche. Et cette religion chrétienne s'est très bien adaptée, mais parfaitement adaptée, au mode de vie des agriculteurs. Ça a calmé les gens, puisque la religion chrétienne est basée sur une chose fondamentale. Elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le pardon. Ce qu'a apporté le Christ, il a empêché des millions de morts, des dizaines de millions, des centaines de millions de morts, par ce pardon. Même si la religion unit des peuples pour pouvoir faire des prédations sur d'autres peuples, c'est toujours comme ça, comme la religion musulmane, le pardon est quelque chose qui, dans un contexte de groupes tribaux agriculteurs, fonctionne extrêmement bien, pour des raisons basiques, pour des raisons biologiques. Et elle peut très bien remplacer des animismes locaux. Pourquoi? Parce qu'une religion basée sur le pardon, vous faisant croire au paradis ou à l'enfer, comme vous voulez, mais qui apporte le pardon, permet de calmer des luttes entre des conflits internes aux sociétés de gens qui sont voisins, des gens qui sont attachés à la terre par leur mode de vie agriculteur. Un agriculteur vit près d'un autre agriculteur. Un groupe social tribal d'agriculteurs vit près d'un groupe tribal social d'agriculteurs. Un autre. En Afrique, il y a beaucoup de tribus qui se mélangent, il y a beaucoup d'endogamie, consanguinité, mais la consanguinité n'est pas tout le temps mauvaise. Quand vous avez énormément de bactéries, de virus, de parasites qui éliminent les individus faibles, cette consanguinité, elle se fait sur des individus. C'est très beau, c'est la cousine, le cousin. Elle se fait sur des individus qui n'ont pas de tare génétique, tare récessive, souvent. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Oui, c'est terrible à dire, mais c'est ça. Et cette religion chrétienne qui est basée sur le pardon permet toutes les vendettas et toutes les vengeances qu'il pourrait y avoir entre un voisin et un autre quand il y a un conflit. Ah oui, ça calme. La religion chrétienne calme. Elle calme des gens qui vivent les uns à côté des autres et qui ne sont pas éloignés. Donc, ça s'est très bien imposé. Alors aussi avec les évangélistes maintenant qui sont venus avec les églises américaines. Mais le pardon lui-même, le catholicisme, le christianisme, c'est très bien imposé. Parce qu'il est venu avec les Européens par la mer. Le désert, on ne va pas le traverser, c'est trop dur, on prend les bateaux. On voulait coloniser pour et agrandir son territoire énergétique et calorique, et mettre à l'amende, en pacifiant et en éduquant, à la chrétienté et à la morale occidentale, pour pouvoir bien sûr récupérer nous-mêmes, les Occidentaux, les Européens, des bénéfices. On est des êtres organiques. Quand on s'étend, c'est pour prendre de la nourriture. Si on s'associe, tant mieux. Mais le but, c'est quand même, c'est jamais le bien des gars qui sont en face, c'est pas leur mal non plus, c'est surtout de récupérer un maximum d'énergie. Donc, cette religion chrétienne, c'est très bien imposée, comme elle s'est imposée en Europe, où on est voisins, on ne se déplace pas, on est tous voisins des uns des autres, pour éviter les conflits, les vendettas et les vengeances. Donc, on pardonne, ça calme, et ça permet de calmer les conflits, et par ces conflits, il n'y a pas de vengeance, il n'y a plus œil pour œil, dent pour dent, on pardonne, et à ce moment-là, l'économie marche mieux, on s'assoit sur quelques petits problèmes qu'on a entre tribus et entre voisins, et chez les agriculteurs, ça ne marche pas très bien, puisque les gens sont les uns à côté des autres, et quand il y a un problème, ils ne peuvent pas partir, ils sont accrochés. La religion musulmane, elle s'est imposée ailleurs. Elle s'est imposée, elle est née au 7e siècle, où ça, en Arabie, elle est née chez des Bédouins, chez des gens qui vivent assez disséminés sur une zone désertique et semi-désertique, qui sont parfois agriculteurs, mais assez rarement. Ils vivent en général du commerce, sur le bord, sur les bords de mer, et ils vivent. Alors il y a des dates, il y a tout un système d'agriculture, mais à faible rendement, bien sûr, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et les populations
sont très disséminés, ce sont des bédouins et ce sont des gens mobiles avec aussi pas mal de pasteurs et d'éleveurs avec des moutons, des chèvres et avec des moyens de transport, hein, comme les dromadaires, les chameaux, je ne me souviens plus. Dromadaires Afrique du Nord, ouais, alors il devait en avoir aussi. Donc, et avec les camélidés, voilà. Les gros camélidés, hein. Les chameaux, c'est en Asie, voilà, donc c'est les dromadaires. Donc, les problèmes, justement, l'avantage de cette religion, c'est qu'elle est très dure. Elle est très rigoureuse et elle permet d'éviter des problèmes, non pas avec des voisins, puisque ton voisin, il est très loin de toi. C'est des peuples, c'est des individus qui se déplacent, hein, c'est des petits groupes humains, mais le fait d'être très mobile et de se déplacer comme marchand dans le désert, on a des oueds, hein, on n'a pas des oueds, on a des, comment ça s'appelle, on a des zones où il y a un peu d'eau, des oasis où il y a un peu d'eau, qui sont des zones qu'on fait payer très cher aux commerçants qui traversent l'Arabie, qui évitent la mer, hein, et on vit là-dessus. Il peut y avoir des conflits entre tribus, mais entre tribus assez éloignées, et il n'y a pas d'agriculteurs qui vivent les uns à côté des autres. On a des tribus qui vivent assez éloignées les unes des autres, il y a plus d'espace, et le pardon n'est pas fondamental à la survie des individus, puisque ton voisin est assez loin. Ce n'est pas des agriculteurs, on ne fait pas d'agriculture, on n'a pas chacun sa parcelle, hein. On est pasteur, hein, on a des moutons, on a des chèvres, on a notre groupe ethnique qui vit sur un oasis qu'on fait payer ou sur une zone de passage comme ça, c'est tout le temps de l'eau à la base, hein. On met un oasis, des palmiers, des dattiers, en dessous à l'ombre, on fait pousser des végétaux, mais c'est pas le top, hein. C'est pas comme l'Afrique tropicale humide ou l'Europe. Et dans ces conditions-là, la probabilité que des gens qui n'aient pas d'argent, qui n'aient pas réussi, fassent du commerce, ils peuvent, mais fassent du pillage, c'est encore plus facile. Il faut une religion très dure pour éviter aux gens qui auraient tendance à s'affronter pour un territoire calorique pauvre, énergétiquement pauvre, hein, on ne se bat pas, on se bat pas entre voisins qui a une parcelle de terrain, hein. Non, on se bat quand il y a des crises énergétiques, quand ça manque de nourriture, ou pour éviter ou le pillage. Donc, il y a des vengeances, il y a énormément de problèmes. Donc, à ce moment-là, on calme les gens par une religion très dure et très stricte, où le voleur a la tête coupée, le voleur a la main coupée, le criminel a la tête coupée, on donne des coups de fouet, et en même temps, on règle la vie des individus avec un nombre de prières par jour important, avec un ensemble de règles extrêmement rigoureuses pour pouvoir justement calmer et ordonner des individus qui sont en général très agressifs pour pouvoir défendre un territoire peu énergétique contre des voleurs qui viendraient, en cas de problème, crise économique, qui deviendraient, je ne sais pas, commerçants ou agriculteurs locaux, et pour survivre, qui se mettent à devenir voleurs. Donc, on crée une religion, ou se crée automatiquement une religion, hein. C'est quelque chose de divin, quelque part, hein, puisque c'est quelque chose d'automatique, hein. Seules les religions qui favorisent l'union des peuples et la bonne démographie positive sont conservées, hein. Qu'elles puissent paraître primitives, brutales ou stupides, si elles permettent le renouvellement des régénérations et même une progression démographique, c'est qu'elles jouent leur rôle biologique. Et dans ce cas-là, la religion musulmane, qui a été initiée par le prophète Mohammed, qui avait voyagé, qui avait étudié, et qui de son intelligence, si l'on veut, de son illumination divine, si l'on est religieux, a su créer une religion calmante pour des gens extrêmement agressifs, vivant sur des territoires à calories limitées, où le problème n'est pas le problème interne du groupe entre voisins, hein, entre agriculteurs, mais le fait de limiter des violences induites par le pillage, le vol, en cas de crise économique. Et il a su calmer, et en même temps calmer les vengeances
entre tribus par cette unification de religions, religieuses, où on apprend aussi les règles, on ne vole pas, on ne triche pas, on ne boit pas, il y a tout un ensemble, plus une rigueur extrême pour calmer des gens très dangereux. Mais, bien sûr, le pardon n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas près de celui qu'on agresse. Celui qu'on agresse, on vient, on part et on ne le voit plus. On ne va pas rester près de la famille qu'on a agressée. Donc la religion musulmane est parfaitement adaptée à ce type d'homme agressif, à ce type de population pouvant générer pillage et vengeance. C'est pour ça que les mariages entre tribus étaient fondamentaux. Ils n'étaient pas là, on donnait les jeunes filles d'une tribu à l'autre, non pas pour donner des vierges à des vieux chefs de guerre ou des vieux chefs tribaux, mais pour unir les sangs, pour éviter justement de faire couler le sang commun entre les deux tribus qui ne peuvent plus s'affronter puisqu'elles ont les mêmes liens familiaux. C'est l'histoire d'Aïcha, qui avait été donnée au prophète Mohammed, qui était à la base donné pour unir des tribus. Donc c'est très primitif, mais ça calme et ça évite de faire couler le sang. Et ça c'est très bien, cette religion s'est très bien diffusée par les marchands arabes, de langue arabe, de culture arabe, issus de ces milieux durs où on ne peut pas tous rester sur place, où soit on fait du commerce, soit on fait de la razzia et du vol. Le vol étant, c'était pas bien du tout. Donc la religion musulmane est venue à la base pour calmer tout ça, pour unir les tribus qui se faisaient des guerres de vengeance et des guerres de territoire, et pas des guerres de voisins, pas comme la religion chrétienne. Donc tous ces commerçants, ces riches commerçants arabes, ne sont pas allés en Afrique par les bateaux. Ils sont allés en Afrique, comme les Occidentaux, avant, par les moyens des caravanes et du déplacement dans des zones désertiques pour faire du commerce. Et ils ont importé, justement, à des gens qui vivaient dans des milieux assez similaires, des pasteurs, même s'ils n'avaient pas de dromadaires, même s'ils n'avaient pas de camélidés pour se déplacer. Alors il y en a quand même pas mal aussi, ils en avaient après aussi du côté de l'Égypte, Éthiopie, par la Somalie, partout. Il y en avait beaucoup, c'est arrivé, mais au niveau du Sahel, il y en avait moins, c'est pas adapté à ça, mais sur toutes ces zones pastorales du milieu sahélien, où on voit les guerres entre chrétiens, agriculteurs et pasteurs, la religion venue de zones désertiques, c'est très bien adapté à ces zones de plaines semi-désertiques avec beaucoup de végétaux quand même que peuvent manger les vaches, vous savez, c'est les vaches à grande corne, ça c'est très bien adapté chez les Peuls, qui ont vu, puis ce sont des gens qui ont des conflits entre tribus de pasteurs, qui ont vu dans cette religion un système calmant entre pasteurs, entre peuples tribaux, pasteurs, qui ressemble quelque part au peuple tribu pasteur, mais en plus commerçante, des zones du Moyen-Orient, voilà, d'Arabie. Donc c'est pour ça que ça s'est installé là-bas. Et maintenant, on a des problèmes entre musulmans et entre chrétiens, mais pas à cause des religions mêmes, à cause de deux modes de vie qui ont adapté deux religions, leur allant parfaitement pour les calmer. Mais malheureusement, on a des conflits entre ces deux groupes maintenant pour des histoires tout simplement de concurrence calorique liée à deux modes de vie différents. Alors, on va continuer. Alors, dans toute la bande sahélienne, on observe une dynamique similaire. Bande sahélienne, schéma récurrent. Mali, centre Mopti, Ségou. Éleveurs Peuls musulmans, vent agriculteurs, Dogon et Bambara, souvent chrétiens animistes. Type de conflit, accès à l'eau, c'est là où je vous parle du Mali. Pâturage et aux terres cultivées. Facteurs religieux, identité religieuse secondaire, souvent exploitée par les groupes armés. Burkina Faso, centre-est. Éleveurs Peuls musulmans, vent agriculteurs Mossi et gourmanchés, souvent chrétiens. C'est tout ça, c'est des tribus, il y a beaucoup de tribus. Territoire, alors le type de conflit, territoire et économie. Religion identitaire, et c'est non
cause principale. C'est la religion, c'est l'identité qui unit et qui règle des individus avec des modes de vie différents en vérité. Mais les causes ne sont pas religieuses. On n'impose pas sa religion à l'autre. On a des problèmes territoriaux à cause du mode de vie. Niger, Tillabéri, Tawa, Maradi, Difa. Éleveurs Peuls musulmans vend contre agriculteurs, Zarma, Ossa, parfois, et qui sont parfois chrétiens. Type de conflit, territoire et foncier. Religion identitaire secondaire. Nigeria, Middle Belt, Plateau Benue, Nazarois, Kaduna, éleveurs Peuls musulmans, c'est un conflit entre éleveurs Peuls musulmans avec des agriculteurs, Tiv, Idoma, Igobo, souvent chrétiens. Type de conflit, territorial, foncier, et exacerbé par les milices de Boko Haram. Vous en avez entendu parler, vous qui êtes en France. Religion plus visible médiatiquement, mais souvent catalyseur et pas la cause, c'est ce qu'on vous explique. Tchad et Cameroun, c'est toute cette bande sahélienne. C'est un problème réellement économique et de milieux qui s'affrontent. C'est des peuples adaptés à deux milieux différents. Et le changement climatique, on a toujours, si vous voulez, pose des problèmes. Alors Tchad, Cameroun, extrême nord-est, éleveurs musulmans contre agriculteurs chrétiens. Accès, alors le type de conflit, accès à l'eau, pâturage terre, identité religieuse comme marqueur, pas comme déclencheur. Alors le point commun dans cette bande sahélienne, nord égale pasteur musulman, sud, agriculture sédentaire, chrétien ou animiste. Deuxièmement, ressources limitées, eau, terres arables, pâturage, accentué par le changement climatique. Frontières coloniales artificielles, comme on vous a dit, elles coupent des routes traditionnelles de transhumance, sont de déplacement des pasteurs. Alors avant, ils déplaçaient à pied, maintenant, ils se déplacent avec des 4x4, en général Toyota, et sur laquelle on met des grosses mitrailleuses pour s'imposer. Religion, marqueur identitaire, souvent utilisé par des acteurs armés ou politiques pour mobiliser, mais rarement la cause première. Conséquence, cycle de représailles, déplacement de population, montée de la sécurité. Donc c'est un gros problème. Donc, on va continuer. Alors, religion et mode de vie. On va parler de ça. Mode de vie. Éleveur, nomade, pasteur. Religion dominante. Islam, souvent sunnite et malékite. Adaptation culturelle, une religion plus codifiée et rigide, avec des règles strictes sur la vie quotidienne, l'hygiène, les comportements. Cela favorise la cohésion dans des communautés mobiles et dispersées. La transhumance implique que tu rencontres souvent des inconnus et que tu quittes un lieu après un conflit. Donc, une loi stricte extérieure, religion, stabilise les interactions. Donc, ça évite les conflits. Puisque, en général, quand deux groupes se rencontrent et s'ils ont des problèmes, ils peuvent se massacrer et se tuer. Le pardon n'existe pas, puisque de toute façon, ils ne vont pas se revoir, puisqu'ils bougent, ou ils vont se revoir dans très longtemps. Donc, la religion musulmane, qui les unit, on ne peut pas tuer un frère, permet de calmer ces individus-là. La religion musulmane est réellement faite, c'est adapté à la biologie des gens, c'est quelque chose qui est magnifiquement pensé par le prophète Mohammed. Et comme rien ne vient des hommes et tout vient de Dieu, on peut dire que c'est un prophète. Alors, les agriculteurs sédentaires, sud du Sahel, zone plus fertile. Christianisme et animisme local. Le christianisme et animisme local. Une religion qui valorise le partage, le pardon, la solidarité, adaptée à la vie dans un village fixe. Voilà. Où ton voisin reste ton voisin. Et les conflits doivent être résolus pour préserver la cohabitation. Parce que s'il y a des conflits dans un groupe, le village va se dissocier, l'économie va être complètement détruite et on aura un problème. La communauté repose sur l'échange et la coopération pour les cultures et les ressources communes. Donc le pardon chrétien, fondamental à des groupes qui sont sédentaires. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a dans les religions une part adaptée à la biologie des individus en fonction de leur milieu, ce que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'une religion qui va être mise d'un lieu à un autre, des fois, ça pose des problèmes. Fonction de la religion, chez les pasteurs, donc,
les pasteurs donc musulmans, hein. La religion codifie la vie, encadre la violence et la compétition pour les ressources, car les rapports interpersonnels sont souvent temporaires et dispersés. Elle sert de règle externe pour stabiliser les groupes mobiles. Chez les agriculteurs, la religion favorise la cohésion sociale interne, la résolution des conflits et la pérennité des relations du voisinage. La justice est plus locale et réciproque, basée sur le pardon et la médiation. Alors que sur l'autre, elle va être sur la rigueur et la punition. Et la récompense un peu. Alors, on va en mettre d'autres. Synthèse, est-ce que j'ai terminé? Évolution moderne des conflits traditionnels. Les rivalités locales, qui étaient à l'origine liées à l'accès aux terres et aux ressources pastorales, se mélangent maintenant, et vous allez comprendre, avec des intérêts géopolitiques et commerciaux beaucoup plus larges. Et oui, tout ça est instrumentalisé par des grosses puissances économiques et étatiques internationales qui utilisent les conflits entre pasteurs et entre agriculteurs pour faire valoir leurs intérêts. C'est toujours comme ça. Alors ils ne cherchent pas le mal, ils ne cherchent pas à détruire des populations, mais ils cherchent à instrumentaliser des populations pour faire valoir leurs intérêts dans la grande lutte des nations et des grosses structures économiques mondiales entre elles pour l'accès et le contrôle de l'énergie. Et oui, c'est toujours comme ça. Nous sommes des grosses bestioles consommatrices d'énergie. C'est une abomination, on en consomme trop. Alors, je dis ça, je vis dans un monde d'abondance, moi, j'ai de la chance. Mais quand même, il faut un peu penser aux autres. Transformation des conflits traditionnels. Les nomades, peuls et autres pasteurs ne se déplacent plus uniquement à pied ou à dos de bétail. Aujourd'hui, beaucoup utilisent des pick-up équipés de mitrailleuses, souvent appelées technicales. Cela militarise le conflit, les affrontements deviennent plus létaux, plus rapides et difficiles à contrôler par l'État. Les groupes armés, y compris les milices locales ou les groupes djihadistes, profitent de ce chaos pour se financer et étendre leur influence. Bah oui, alors ils partent dans un premier temps pour défendre leur groupe culturel et religieux, et ils finissent par devenir des seigneurs de guerre qui vivent par ce système et qui ne peuvent plus s'en sortir. C'est un peu le problème, hein. C'est qu'on avait eu pendant la guerre de 100 ans où des groupes armés, en fin de compte, à la fin, devenaient des pilleurs et devenaient des petits seigneurs locaux. Lien avec les ressources naturelles. Certaines zones sahéliennes et saoudiennes contiennent des ressources stratégiques. Pétrole, gaz, certaines zones sahéliennes et soudaniennes, pardon, pas saoudiennes, je me disais, qu'est-ce que c'était le texte qu'on avait fait, contiennent des ressources stratégiques. Pétrole, gaz, zone au Niger, Agaden, Difa ou au Tchad. Minerais et métaux, uranium, Niger, or et lithium, Mali, Burkina Faso et autres minerais rares. Eau et pâturage stratégiques liés aux routes de transhumance et à l'agriculture. Ces ressources attirent des acteurs extérieurs, compagnies minières, multinationales énergétiques, parfois même des États étrangers. Les conflits locaux peuvent être instrumentalisés pour 1. Contrôler ou sécuriser une zone riche en ressources. Ah oui, on ne le fait pas pour les beaux yeux des habitants. Hein. Faire pression sur des populations locales, déstabiliser un gouvernement afin de négocier des contrats favorables. Acteurs économiques et stratégiques, entreprises locales ou étrangères, exploitation de mines ou de pétrole qui bénéficient d'un contrôle indirect via des groupes armés. États étrangers qui fournissent souvent du soutien logistique, militaire ou financier à certains groupes pour sécuriser leurs intérêts stratégiques. C'est ainsi qu'on voit les milices Wagner ou les Russes qui viennent se vendre, en vérité, aux intérêts chinois d'exploitation de la région, parce qu'ils ont besoin de matières premières, nos amis chinois. Groupes armés locaux, alors Boko Haram, État islamique, du Grand Sahara, milices Fulani armées, etc., utilisent les conflits pour financer leurs opérations. Alors je termine. Alors, où est-ce que c'est? Je le cherche. Voilà. Alors, on va vous parler des pays. Alors, il y a plusieurs acteurs étatiques qui ont des intérêts dans la région du Sahel.
Mais il faut distinguer intérêts stratégiques économiques et géopolitiques. Ces États n'interviennent pas tous directement dans les conflits pasteurs-agriculteurs, mais certains peuvent instrumentaliser ou exploiter l'instabilité pour sécuriser leurs intérêts. Voici une vue détaillée. Alors, Nigeria. Intérêt et rôle. Dans le Middle Belt, certains États locaux exploitent les conflits pour renforcer les milices locales et protéger leur communauté. Sécuriser les ressources agricoles et les routes commerciales. Tchad. Implication indirecte pour contrôler des zones transfrontalières, notamment les routes pastorales et le lac Tchad, parfois via le soutien de milices. Libye. Depuis la chute de Kadhafi, les réseaux armés libyens influencent le nord Niger, Mali et Tchad et fournissent des armes et logistiques. Mali, le gouvernement ou les groupes liés à l'armée peuvent parfois exploiter les tensions intercommunautaires pour contrôler des territoires riches en ressources ou marginaliser certains groupes. Les grandes puissances économiques. Alors, les grandes puissances économiques qui sont dans ces régions-là, bien sûr, la France. Présence militaire historique, opération Barkhane, remplacée par d'autres formats. Intérêts économiques liés à l'uranium. La France est une grande puissance nucléaire. Il nous reste encore, c'est ce qui nous fait vivre, il nous reste encore le nucléaire énergétique et le nucléaire aussi de l'armement, et on a besoin d'uranium. On est une grande puissance nucléaire, on survit par ça. Il nous reste principalement que ça, le nucléaire, le luxe, le camembert et le saucisson. Il ne nous reste pas grand-chose d'autre. Donc, au Niger, l'uranium, et aux entreprises françaises dans l'exploitation minière et énergétique. Instrumentalisation indirecte pour une stabilité favorable aux entreprises françaises. Donc c'est pour ça que l'armée était là-bas. C'était pour stabiliser pour justement les entreprises françaises qui sont là-bas, l'exploitation minière et énergétique et l'uranium. États-Unis, lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, sécurisation des routes stratégiques, influence géopolitique, soutien à certaines forces armées locales et surveillance aérienne. Mais en réalité, c'est pas vraiment vrai, on va le dire. Ils n'ont plus trop d'intérêt là-bas, ça les emmerde un peu d'être dans le coin. Chine, investissement massif dans l'infrastructure, mines et énergie, uranium, or, pétrole. Stabilité relative, indispensable pour protéger des projets économiques. C'est la Chine qui est arrivée là-bas, parce qu'elle a besoin d'énergie. C'est son problème. Et là, elle se fait aider par la Russie, bien sûr. La Russie, avec son déploiement de groupes privés, exemple Wagner, mais sûrement d'autres, dans le Sahel, formation de forces armées locales, accès aux mines stratégiques et influence politique. C'est surtout pour contrer des ennemis politiques comme la France, et économiques comme la France, qui sont ennemis de la Russie, en s'associant avec la Chine, avec des groupes privés. La Russie dit, moi, j'y suis pour rien, c'est des milices privées, on n'y est pour rien là-bas. Mais ils sont contents de les envoyer, c'est des types formés par l'armée russe. Et de toute façon, ça va mettre une aiguille dans le pied à la France, qui est quelque part, un cheval de Troie de l'économie américaine, en tout cas pas du gouvernement Trump, mais de ceux qui étaient là avant, pour pouvoir faire rentrer du gaz de schiste américain en Europe au détriment du gaz classique russe qui arrivait par Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc si les Russes peuvent niquer l'économie française, ça sera parfait, puisque de toute façon les Français veulent niquer l'économie russe pour pouvoir remplacer le gaz russe par du gaz de schiste américain. Alors ce n'est pas du tout le problème de Trump à la base. Trump n'aimait pas du tout ce système-là. Mécanismes et instrumentalisation. Armes et financement. Certains États ou réseaux régionaux fournissent des armes, pick-up, logistique ou formation militaire de groupes armés locaux. Exploitation des ressources. Zones minières ou pétrolières peuvent être sécurisées par des milices ou des groupes armés qu'un État soutient indirectement. Vous voyez la Chine sécurisée par les Russes, qui est là-bas, et les entreprises françaises sécurisées par l'armée française, mais de moins en moins, on est chassé à coups de pied dans le cul, en vérité, par
les Russes qui bossent pour les Chinois. Mais les Chinois emploient les Russes. Et des fois même pas indirectement. Et c'est comme ça que ça se passe. Puisque les Chinois ont besoin et rentrent en concurrence directement avec les besoins des Français en Afrique, des besoins énergétiques, des minéraux, des mines, des terres rares, des minerais. 3. Influence politique et géopolitique. Les conflits permettent à certains États d'installer des alliances locales, de déstabiliser des gouvernements concurrents ou de renforcer leur présence militaire. Les Russes, quand ils sont là-bas, c'est pour déstabiliser la France qui est un cheval de Troie américain pour le gaz liquéfié, le gaz de schiste qui arrive en Europe, et qui remplace le gaz russe qui venait par Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et aussi par l'Ukraine, mais il continuait d'arriver par l'Ukraine. Maintenant, il y a la route qui est détournée de l'Ukraine. Mais tout ça, c'était des guerres pour le gaz. Donc, on fait chier les Français en Afrique parce qu'ils nous font chier en Europe. Toujours des conflits énergétiques. Il n'y a pas un gentil, un méchant. Ce sont des conflits énergétiques. Résumé, alors les Russes, eux, ils ont perdu leur gaz en Europe, une grande partie. Il y en a encore qui arrivent. Maintenant, ils s'en foutent. Ils vendent à la Chine et à l'Inde. Donc, de toute façon, c'est que reculer pour mieux sauter. Mais il y a cette guerre en Ukraine qui était une guerre pour clouer, en vérité, pas la Russie, mais clouer l'Europe qui commençait à s'unifier avec cette Allemagne qui se tournait vers la Russie, et cette Russie qui était unie à la Chine, et vous voyez à ce moment-là apparaître la Grande Eurasie, Europe par l'Allemagne, Russie, gaz, pétrole et zone de passage, et Chine, production manuelle, et aussi recherche technologique via les inventions européennes. Résumé, États voisins, Nigeria, Tchad, Libye, Mali, souvent pour sécuriser les communautés ou territoires. Grande puissance, France, USA, Chine, Russie, surtout pour des intérêts économiques stratégiques et influence militaire. La Russie n'a pas d'influence directe économique, elle ne cherche pas à récupérer l'Afrique, c'est la Chine qui récupère, mais elle cherche à sécuriser la Chine qui va nuire à l'Europe, à la France particulièrement, un peu aux États-Unis aussi, tu vois, et à faire chier la France qui, elle, est un concurrent direct sur le gaz. Mode d'action indirect, financement, formation, approvisionnement en armes, influence politique, exploitation des conflits locaux existants plutôt que déclenchement direct. Et on s'aperçoit que ce ne sont pas du tout des guerres religieuses, c'est des guerres tribales qui existent avant les religions, quasiment. Bon, ils étaient moins nombreux, mais qui existent via leur mode de vie différent, qui posent des problèmes. Ce n'est pas religieux, il faut bien le voir. Donc après, est-ce que j'ai trouvé d'autres trucs? Alors coopération, économie, voilà, sécurité, intérêt stratégique commun. Alors, coopération économique Russie-Chine, maintenant on va vous en parler un peu. Pétrole et gaz russe, la Chine est un des principaux acheteurs d'énergie russe, surtout depuis 2022, après les sanctions occidentales, qui n'ont pas du tout cloué la Russie, puisqu'elle a trouvé dans la Chine et l'Inde, au passage, une façon de revendre son pétrole et son gaz. C'est les Européens qui se sont tirés une balle dans le pied, avec un effondrement économique dû aux sanctions. Ce sont de magnifiques sanctions qui ont détruit économiquement l'Europe, qui n'ont pas du tout détruit économiquement la Russie, mais qui ont généré, justement, qui continuent à générer cette guerre, qui par contre fait des saignées de jeunes hommes dans les rangs russes et aussi ukrainiens. C'est terrible, c'est du satanisme, c'est-à-dire que je vous dis tout le temps, le satanisme, c'est pas tuer des enfants, égorger des enfants ou égorger des vierges. C'est pour l'argent et les bénéfices, laisser des jeunes hommes mourir par centaines de milliers sur des champs de bataille, ou des enfants mourir écrasés dans des millefeuilles de béton lors des bombardements. Alors ensuite, coopération économique Russe-Chine, c'est la route de la soie, Belt and Road Initiative. La Chine construit des infrastructures en Afrique, elle construit des infrastructures en Afrique, ports, routes, chemins de fer. La Russie peut fournir sécurité ou facilitation logistique dans certaines zones instables ou en partenariat avec des gouvernements africains. Résumé,
La Chine achète des ressources russes et sécurise ses projets africains via la coopération entre Moscou et via des acteurs russes sur place, groupes privés comme Wagner. Mais il y en a d'autres. C'est jamais la Russie ne peut jamais se faire attaquer en disant nous, on n'y est pas. C'est des groupes privés. Mais les groupes privés, quelque part, c'est des émanations de l'armée russe, mais qui sont indépendantes. En cas de problème, le Russe, il dit c'est pas nous, c'est des groupes armés. Nous, on s'en bat les couilles. C'est technique russe. Ils te lâchent quand ils n'ont plus d'intérêt. Sécurité et influence militaire. Les Russes, c'est ça. Sécurité et influence militaire. La Chine ne déploie pas directement de troupes de combat en Afrique pour sécuriser ses projets. La Russie, via Wagner, peut agir dans des zones instables, Mali, Centrafrique, Libye, et sécuriser indirectement des projets chinois si les intérêts coïncident. Cela crée une coopération indirecte, sécurisée, plus accès aux ressources, plus influence géopolitique. Vous voyez un peu, c'est vraiment un jeu de billard. C'est une boule touche une autre qui va en toucher une autre. On est vraiment... la Chine dit « Ah non, nous on ne fait pas la guerre là-bas, on prend des gens pour nous sécuriser ». La Russie a dit « Ah non, nous on est employés par les Chinois, c'est juste pour les sécuriser ». Et puis si on peut mettre un bon coup à la France qui veut nous vendre du gaz liquéfié américain, parce qu'il faut savoir que le gaz liquéfié qui arrive en Europe arrive principalement en France, qui est vendu aussi en Allemagne, parce qu'on a les ports et les zones de déliquéfaction de ce gaz qui arrive par bateau. Ça demande tout un système que la France a, que les autres pays n'ont pas. Et une partie de la cause de cette guerre en Ukraine, alors elle est multiple, mais une des grandes parties, c'est que les Américains avaient prévu de désenclaver l'Ukraine et d'en faire aussi un point économique pour délivrer leur gaz de schiste liquéfié qu'ils auraient déliquéfié en créant des zones de déliquéfaction vers la zone d'Odessa. Les Russes, ils ne vont pas se laisser faire. Là, l'Ukraine se trouve quand même dans un problème énergétique grave où la Russie finit par couper les ressources gazières de l'Ukraine, qui a encore du nucléaire, qui a encore des ingénieurs de bonne qualité, et qui se trouve quand même dans la merde puisqu'il n'y a pas de déliquéfacteur américain. On est quand même dans un gros problème. L'Ukraine a été sacrifiée, quelque part, pour les intérêts économiques du gaz de schiste américain. Et pas que ça, les intérêts aussi, en Ukraine, il y avait l'agriculture américaine qui était là, alors que par exemple la Roumanie, c'est la France, et l'Europe, il y a pas mal d'Allemagne. Donc c'est intéressant. Intérêt stratégique commun, on vous parle de la Chine, de la Russie, éviter l'influence occidentale, en Afrique surtout, contre la France et parfois les États-Unis. Alors parfois les États-Unis, comme je vous ai dit, c'est pour les histoires de gaz, pas pour les histoires de ressources qui sont là-bas. C'est-à-dire c'est indirect, on fait chier, on essaye d'empêcher les Américains, les Russes de niquer les Français en Afrique, parce que ce sont les Français qui ont cette possibilité de déliquéfaction du gaz américain. C'est jamais direct, mais c'est toujours énergétique. Je vous ai expliqué, c'est pas si compliqué que ça. Mettez les religions de côté et regardez les choses d'une façon énergétique. Ça fonctionne comme un épicier tunisien ou comme un vendeur de jeans séfarade. C'est l'économie toujours, c'est l'énergie. Alors, assurer les accès de matières premières, pétrole, gaz, uranium, minerais stratégiques, c'est les intérêts qu'il y a là-bas, en Afrique. Consolider des corridors économiques, routes, ports et infrastructures pour la Chine, sécurisés par la présence russe. Limites et nuances, la Chine et la Russie ne forment pas une alliance militaire formelle en Afrique. Non, c'est du non-dit souvent. Leur coopération est pragmatique, économique et sécuritaire. C'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'émotionnel chez nos amis de l'Est, qu'ils soient de Russie ou plus à l'Est en Chine. C'est toujours commercial. Quels sont mes intérêts, quels sont les tiens? C'est très froid. On est à l'Est, on ne met pas beaucoup d'émotions. Leur coopération est pragmatique, économique et sécuritaire, basée sur l'intérêt commun. Mais chaque pays agit selon ses propres priorités. En pratique, la Chine, investissement et commerce, Russie, influence militaire et sécurisation. Et en même temps, on nie qu'un ennemi, la France, qui agit pour les Américains, pour le gaz américain venant d'Amérique sur l'Europe. Donc c'est toujours très intéressant à
comprendre. Alors, alliance pragmatique, Chine économique, Russie militaire et sécurisation, et puis aussi vengeance, quelque part, un peu, et puis gaz russe contre gaz américain. Ensemble, quasi-contrôle organique sur des zones stratégiques d'Afrique de l'Ouest et centrale. Rôle du terrorisme, prétexte officiel pour justifier des interventions militaires occidentales ou locales. Et légitimer des contrats sécuritaires ou des opérations contre-insurrectionnelles. Voilà, c'est ce que je vous explique toujours. Hein. C'est justifier des opérations militaires, les vilains terroristes. Ils ne sont pas gentils du tout, puisque vous avez vu que même les groupes terroristes, ce sont des gens qui défendent à la base leur groupe ethnique et religieux et qui en profitent pour faire un business. C'est toujours comme ça, puisqu'ils ne vont pas retourner au champ ou à l'élevage. Ils sont, quand tu rentres dans le terrorisme institutionnel, hein, bah, t'es dans la merde, puisque tu peux pas en sortir comme ça. Quand tu reviens, t'as pas de cheptel de bétail, hein, et t'as pas... Alors eux, c'est pas du champ, parce que c'est souvent les pasteurs qui font ça, donc t'es un peu dans la merde. Véritable enjeu, accès aux matières premières et sécurisation des corridors économiques et routes stratégiques. On voit que tout ça, c'est une vaste mascarade, et on n'y croit que si on veut y croire, et que derrière, c'est que des échanges énergétiques. Le monde est fait d'échanges énergétiques. Tout le reste est fait pour moraliser ces choses-là et se faire croire qu'il y a derrière des choses plus importantes que l'énergie. Non, il n'y a que l'énergie, car elle permet la vie et la reproduction. Conclusion géopolitique, la France est en recul, ne pouvant plus rivaliser économiquement et militairement. Les USA se ressentent sur leur zone d'intérêt immédiat. Ils n'ont absolument pas besoin de l'Afrique. Ils en ont mais absolument rien à péter. Et de toute façon, si l'Europe s'effondre économiquement, ils n'ont pas intérêt qu'elle s'effondre complètement, mais ça fera un concurrent économique en moins pour les Américains, même pour Trump. Hein. La Chine prend le relais économique et la Russie sécurise en fonction de ses propres intérêts avec un partenariat pragmatique. Le terrorisme reste un outil secondaire utilisé pour justifier des actions, mais les ressources naturelles sont le moteur réel. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler un peu des problèmes qu'il y a religieux là-bas, mais qui sont subordonnés en vérité à des gros intérêts économiques mondiaux, des problèmes climatiques qui touchent deux populations réglées par deux religions différentes, adaptées à deux milieux différents, et deux populations qui rentrent en conflit parce que l'une est sédentaire et agricultrice et l'autre est pastorale et pratique la transhumance, et donc elles se sont adaptées, elles ont eu des religions calmantes pour eux, hein, et des religions unifiantes, de très bonne qualité, mais ça pose un problème de friction entre ces deux groupes de peuples, hein, de tribus, vivant, unis par des religions, mais vivant sur deux biotopes différents, et à la zone frontière, ça pète, tout simplement. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous montrer que face aux problèmes économiques et énergétiques, les hommes et les vies humaines, c'est pas grand-chose et qu'on devrait apprendre aux hommes et aux peuples à comprendre les relations énergétiques, la base des religions et pourquoi ils se font la guerre. Pourquoi réellement ils se font la guerre, ça les calmerait, et comprendre les causes des conflits, les causes profondes, hein, pas les causes superficielles, on dit les vilains chrétiens ou les vilains musulmans, hein, les véritables causes, ça calmerait les gens, ça leur ferait comprendre qui ils sont, et à partir du moment où ils comprennent qui ils sont, ils peuvent, à ce moment-là, se parler et faire la paix. C'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.